Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira. Le procès du général Ochoa s'est déroulé à La Havane du 16 juin au 10 juillet 1989. Durant toute cette période, il a été diffusé à la télévision cubaine. Les séances du procès étaient retransmises en différé de quelques heures pour permettre un montage orchestré par Fidel Castro. Dans l'histoire politique de Cuba, cet événement est d'autant plus surprenant que le général Ochoa Sanchez était un proche de Fidel Castro depuis les débuts de la Révolution. Engagé très jeune dans l'armée révolutionnaire et formé dans les écoles russes, il a à son actif 20 ans d'expédition militaire. En 1988, Fidel Castro avait demandé à Ochoa d'intervenir en Angola, où l'armée cubaine reculait devant les troupes de l'apartheid. Un an plus tard, Ochoa remportait la victoire. Des négociations de paix étaient engagées en décembre 1988. 6 mois plus tard, le 12 juin 1989, le général Ochoa est brusquement arrêté. Accusé de trafic de drogue, il comparaît devant un premier tribunal. Malgré l'absence totale de preuves matérielles, le jury, composé de généraux, propose de le dégrader et de le fusiller. Face à ce verdict, Ochoa fait preuve d'une telle dignité qu'il devient très populaire, et tout particulièrement parmi les soldats qui ont participé à la guerre en Angola. La rumeur soutient que ce procès est un règlement de compte politique, infligé par Fidel Castro lui-même. Le 26 juin 1989, le jugement se poursuit, dans le grand amphithéâtre de l'armée. Un nouveau tribunal s'efforce de donner l'illusion d'une justice démocratique. Au premier rang, Ochoa, dégradé et privé de son uniforme. Martinez, son aide de camp. Et puis, il y a aussi 11 nouveaux accusés, des officiers des services secrets. Leur chef, Tony de la Guardia, est un proche de Fidel Castro. Depuis 1980, il est chargé de contourner l'embargo pour amener des devises à Cuba. Avec l'accord de Fidel Castro, il supervise toutes sortes de trafics lucratifs. Lorsqu'il est arrêté pour trafic de drogue par la police, il est plutôt surpris. Par la suite, lui et ses hommes seront interrogés en privé. Fidel Castro leur fait savoir que leurs opérations ont été repérées par les Américains. Pour laver l'État cubain de tout soupçon, le procureur les présente comme des traîtres à la patrie. Habitués à agir dans l'ombre, ils se retrouvent en pleine lumière, accusés aux côtés du général Ochoa. C'est la pire des humiliations pour des hommes dévoués à la Révolution. Mais face à la menace américaine, leur ennemi de toujours, ils avouent et deviennent des coupables parfaits. Dans ce procès, une réalité en cache toujours une autre. En marge du spectacle, Fidel Castro emprisonne le ministre de l'Intérieur et licencie des centaines d'officiers. Tout cela ressemble à l'éradication d'une opposition potentielle conduite par un rival inquiétant, le général Ochoa. Castro se sert de la menace américaine, un prétexte idéal, pour manipuler les accusés comme les spectateurs. C'est la dernière séance. Le tribunal s'apprête à demander des sanctions pour chacun des accusés. Le procureur général d'abord, les avocats ensuite, à l'instar d'un tribunal démocratique, se préparent pour leur dernière plaidoirie. Mais c'est oublier qu'à Cuba, Fidel Castro a toujours le dernier mot. Avant de prendre publiquement la parole, il attend la fin du spectacle qu'il a lui-même mis en scène dans le moindre détail. Quelques membres des familles des accusés ont été invités. Ils sont assis dans un coin de la salle pleine de militaires choisis par Raúl Castro, le ministre des Armées. Le procureur révise son réquisitoire, probablement écrit par Fidel Castro. En tête de liste, l'inadmissible insubordination du général Ochoa. Camarade procureur, veuillez procéder à votre réquisitoire final. Camarade président, camarades membres de la Cour,
Depuis le premier instant qui a succédé à la détention d'Ochoa, lorsque les premiers résultats de l'enquête ont été connus, il était évident que nous nous trouvions face à un délit de trahison. Voilà qui est aujourd'hui parfaitement évident. Et pas seulement par l'impressionnante accumulation de preuves et de témoignages, mais aussi par la révélation de la nature des faits qu'il vous appartient de juger. Si futile que cela puisse paraître, il est indispensable de récapituler une fois de plus qui était Arnaldo Ochoa Sánchez. Justement parce que son ancienne condition d'éminent chef militaire, héros de notre République, chef de plusieurs missions internationalistes, député à l'Assemblée nationale, donne la mesure exacte de l'énormité de son crime. Car c'est de cela qu'il s'agit, camarade président, d'un crime. D'un délit de haute trahison commis contre la patrie, contre le peuple, contre ses chefs et contre l'idée même de ce qu'est un révolutionnaire, un chef militaire et un combattant internationaliste cubain. Ochoa, en tant qu'homme de confiance, proche de Fidel et de Raúl, est le témoin privilégié de toutes leurs pensées et il connaît parfaitement l'absolue corrélation entre ses pensées et les positions officielles et publiques de la Révolution. Le premier que vous avez trahi, Ochoa, c'est précisément Fidel, dont il ne suffit pas de dire, par un solide argument technique, qu'il est votre commandant en chef. Ochoa sait mieux que personne qu'il trahit un symbole, l'histoire d'une honnêteté jamais entachée du moindre mensonge. En attentant à la crédibilité de Fidel, Ochoa, et avec lui tous les autres inculpés, ont planté un poignard dans le dos de la patrie et du peuple. Fidel est notre voix, c'est notre représentation, celui auquel nous recourons dans les moments difficiles. Et il jouit d'une autorité aux yeux de l'opinion publique, des gouvernements étrangers et des organismes internationaux, qui lui permet de mettre la véritable situation de notre pays dans tous les domaines au clair, et ce, dans les conjonctures les plus délicates. Mais encore plus grave est l'offense qu'Ochoa a faite à notre peuple, aux milliers de mères cubaines dont les fils ont combattu en Angola. Quelles excuses pourrait offrir Ochoa aux orphelins et aux veuves des morts pour la patrie qu'il a offensés par sa honteuse conduite? Ochoa ne s'est pas lassé des honneurs. Ochoa s'est lassé du service public. Il s'est lassé d'une vie consacrée à une cause. Il s'est lassé de lutter et de travailler pour les autres. Il s'est lassé de la lutte pour la libération des peuples et a décidé, en pleine connaissance de cause et de manière délibérée, de vivre son autre vie. Blasé de la lutte révolutionnaire, Ochoa s'est choisi d'autres modèles et d'autres chemins. Le modèle d'un Pablo Escobar, le chemin de l'argent facile, celui du trafic de stupéfiants. Ce n'est qu'ainsi que s'expliquent les actes déments auxquels il s'est livré et les chimères qui ont envahi son esprit.
Ochoa était sur le point, avec la Guardia et ses séides, déguisés en officiers du ministère de l'Intérieur, de rendre le pays incapable de se défendre face à une agression nord-américaine qui, forte de tels faits avérés, aurait bénéficié en plus de l'appui de l'opinion publique de ce pays. Camarade président, j'ai toutes les raisons de résumer la nature des délits d'Arnaldo Ochoa et de dénoncer la portée de sa trahison. Mais bien évidemment, j'étends ces jugements, ou la plupart d'entre eux, au reste des accusés, qui autrefois ont aussi été des officiers, lesquels, pendant leur service ou en feignant de l'être, ont commis les plus graves délits. Par ordre de responsabilité, il y a par exemple Antonio de la Guardia, le principal responsable d'avoir compromis Cuba dans le trafic de stupéfiants, profitant de la confiance qui lui était accordée pour diriger un service consacré au noble effort de briser le blocus nord-américain. Il utilise et abuse de ses prérogatives pour les mettre au service de l'infâme commerce de cocaïne et de cannabis. Tony de la Guardia a fait de Cuba un otage du trafic international de stupéfiants. Il est aujourd'hui difficile d'établir combien de ces marins étaient des agents de la CIA et combien de ces actions ont été enregistrées par les services spéciaux de l'ennemi. Tony de la Guardia ne saurait arguer de son ingénuité. Son délit est également la trahison. Quant aux autres membres du groupe de la Guardia, tous anciens officiers du ministère de l'Intérieur, ils ont tous régressé d'incroyables manières jusqu'à se transformer en simples serviteurs de trafic international de stupéfiants. Ils se sont laissés embobiner par la gloire que leur offrait Antonio de la Guardia, par la soif démesurée de gagner de l'argent, par la soif de posséder des ressources, de vivre au-dessus de notre peuple, de vivre au-dessus de notre population. À vrai dire, il y a bien longtemps que Tony de la Guardia et ses hommes s'enrichissent et vivent dans l'opulence. Tous les proches de Fidel Castro sont des privilégiés, et le procureur général en fait partie. Mais le peuple n'est pas dupe. Il faudrait mentionner le déluge de calomnies, l'intense campagne d'infamie qui inonde notre pays par la faute de ces vautours. Dans son aveuglement, l'ennemi en vient même à la déraison d'attribuer à Ochoa et même à d'autres accusés des motivations d'ordre politique. Ochoa, de la Guardia, Padrón, Martínez et tous les autres appartiennent à la simple catégorie des délinquants de droit commun. Inutile d'inventer quoi que ce soit d'autre. Le cas le plus grave de ce délit, celui prévu par l'alinéa 2 de l'article 110, se constitue ainsi comme conséquence des faits, des mesures de représailles sont prises contre Cuba ou des vexations ou représailles contre ses citoyens ou leurs biens. Cette pluie d'insultes, d'infamies et de mensonges qui tombe en ce moment sur notre pays, orchestrée essentiellement par les agences de presse impérialistes, mais avec l'excuse des forfaits de ces accusés, leur permet d'affirmer avec certitude que Cuba, non pas ce groupe, mais Cuba, est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Et comment les trafiquants de drogue entraient et sortaient de ce pays, en avion, en bateau,
comment le trafic de stupéfiants avait trouvé à Cuba son paradis, avait trouvé à Varadero son paradis. Que dire alors au monde? Venez à Varadero, profitez du soleil, de la plage et de la cocaïne que vous administre Tony de la Guardia. À Cuba, Varadero est la principale destination touristique, donc un lieu particulièrement surveillé par l'État cubain. Alors, comment un trafic de drogue international aurait-il pu lui échapper? Un an plus tôt, les Américains accusaient déjà Raúl Castro de trafic de drogue, sans conséquence. En revanche, les aveux forcés de Martinez, l'aide de camp d'Ochoa, ont été retenus par le tribunal militaire. Martinez aurait rencontré en Colombie Pablo Escobar, le plus grand trafiquant de drogue de l'époque. Il est donc évident que ces actions ont eu pour effet de continuelles et graves campagnes de diffamation et de vexation contre notre pays et la plupart de nos concitoyens, et même incroyablement contre le commandant en chef lui-même, contre le ministre de l'armée révolutionnaire et d'autres dirigeants prestigieux de la Révolution. Imaginez la défense à outrance, qu'en toute loyauté nous mènerions toute notre vie pour réfuter le moindre lien entre le général d'armée Raúl Castro et la drogue, et que tout à coup l'ennemi nous présente un capitaine d'actifs de l'armée disant « Regardez-le, le voici avec Pablo Escobar ». Dans aucun pays civilisé et organisé, un capitaine ne peut sortir de son pays, passer par Panama, aller en Colombie, arriver jusqu'à la résidence de Pablo Escobar, rencontrer Pablo Escobar. Qui pourrait croire après ça qu'il n'avait pas été envoyé par Raúl Castro? Mais non, ce n'était pas Raúl Castro. C'était un puissant service du ministère de l'Intérieur, truffé de trafiquants de drogue, qui, violant toutes les lois et faisant usage de ses prérogatives auxquelles je me référais tout à l'heure, violent les lois d'immigration de ce pays, violent les contrôles douaniers, fabriquent des passeports, font entrer et sortir qui ils veulent du pays, et voilà comment Martínez est sorti. Y aura-t-il quelqu'un pour croire que Martínez a quitté le pays sans que le ministère de l'Armée l'y ait autorisé? C'est difficile de le croire. Considérant les sanctions prévues pour les délits que j'ai imputés à chaque cas, je demande au tribunal la peine de mort pour les accusés Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio de la Guardia Font, Jorge Martínez Valdés, Amado Bruno Padrón Trujillo, Antonio Sánchez Lima, Alexis Lago Arocha et Eduardo Díaz Izquierdo. Je demande 30 ans de réclusion pour les accusés Patricio de la Guardia Font et Rosa María Abierno Gobin. 25 ans de réclusion pour les accusés Gabriel Prendes Gómez, Lionel Esteves Soto, Miguel Ruiz Po, Luis Pineda Bermúdez, et 15 ans de réclusion pour l'accusé Antonio Rodríguez Estopiña. Je demande en plus, camarade président, la sanction accessoire de saisie de tous les biens et effets provenant directement ou indirectement des délits perpétrés par les accusés. J'ai fini, Monsieur le Président. Défenseur, vous avez la parole. Chaque avocat a été désigné d'office et doit défendre 2 accusés. La plupart ne quittent pas leur papier des yeux et récitent leurs leçons. Le colonel Alberto Rubén de Toste Rodríguez, défenseur, a la parole. Avocat. Camarade président et juge du tribunal, j'interviens en tant que défenseur des accusés Arnaldo Ochoa Sánchez et Jorge Martínez Valdés. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, pour chacun d'entre eux, ont été clairement établies les circonstances atténuantes prévues par l'article 52 du Code pénal, alinéa CH.
Ces circonstances atténuantes sont exposées de cette façon. Les circonstances atténuantes sont les suivantes. Lorsque la personne a cherché, par une impulsion spontanée, à éviter, réparer ou diminuer les effets du délit, à donner satisfaction à la victime ou à confesser aux autorités sa participation au délit ou aider à sa résolution. Nous considérons qu'il a été établi tout au long de ce procès que l'accusé Martínez, à tout instant, a confessé son délit et collaboré à sa résolution. Et nous considérons que toutes les manifestations et toutes les expressions de l'accusé Arnaldo Ochoa, depuis que nous les avons découvertes à travers les médias, ont été d'un total repentir par rapport aux délits qui lui sont reprochés. Ce cas est défini par la loi des délits militaires, par l'auto-réprobation morale. C'est-à-dire que son repentir se manifeste à travers la réprobation morale de sa propre conduite. Quant aux antécédents de l'inculpé, auxquels se réfère également l'article 47, comme nous le savons, et comme l'a déclaré le procureur lui-même dans son réquisitoire complet, et qui abordait tous les aspects, celui que nous jugeons aujourd'hui a rejoint les rangs de l'armée rebelle alors qu'il était encore mineur. Je ne vais pas retracer la carrière militaire de l'accusé, mais évoquer les conditions de son incorporation à l'armée rebelle. On pourrait même considérer, pour l'estimation de la sanction pénale, qu'on ne devrait pas se référer à ce qu'il est aujourd'hui, mais à la personnalité qui était alors la sienne, étant donné les autres sanctions d'ordre non pénal qu'il a déjà subies. Il a perdu son statut de héros de la République de Cuba, de militant du parti, les grades obtenus dans l'armée. Et de ce point de vue, l'évaluation de la sanction, du moins selon moi, devrait tenir compte de tous les mérites et de tous les honneurs dont il n'est d'ores et déjà plus détenteur. En tant que défenseur, nous considérons qu'effectivement, dans le cas de cet accusé, en revenant en arrière jusqu'au stade où il a perdu tous ses mérites à cause de ses actes, son amendement est effectivement possible. Alors que face au jugement lui-même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il a dit qu'il considérait qu'en 200 ans d'héroïsme, il ne pourrait effacer la faute qu'il avait commise. Cependant, nous considérons que c'est précisément ce courage autocritique auquel s'est également référé le procureur qui peut rendre son possible amendement digne d'être pris en compte. C'est pourquoi, camarades du tribunal, nous répétons ce que nous avons dit, à savoir qu'il ne faut pas infliger aux accusés Arnaldo Ochoa et Jorge Martínez la sanction réclamée par le procureur, mais une peine d'emprisonnement estimée par le tribunal. Nous estimons que tous deux, par leur conduite postérieure à l'instruction du délit, ont mérité cette opportunité. Nous sommes certains que votre décision sera juste. J'ai fini. Ochoa ne se fait aucune illusion. Il sait que les avocats n'ont aucune liberté d'expression. Avant la séance, la fille de Tony de la Guardia est intervenue auprès de l'avocat de son père. Voici ce que cela a donné.
Le défenseur Major Juan Aramis Villaron Oña, représentant l'accusé Antonio de la Guardia Font. Camarades du tribunal, en tant que représentants de l'accusé Antonio de la Guardia Font, nous présentons nos conclusions finales sur les faits qui ont été exposés au cours du procès. Il est nécessaire d'exprimer notre position de rejet total d'une activité aussi vile, honteuse et destructrice que celle à laquelle s'est livré notre accusé. Le trafic international de stupéfiants, fléau de l'humanité. Néanmoins, en tant que défenseur de l'accusé Antonio de la Guardia Font, et dans le respect des principes de notre Constitution et de la loi de procédure pénale militaire, nous sollicitons de ce tribunal qu'il tienne compte, au moment de décider de la sanction qui sera appliquée à l'accusé, de l'incise E de la 6e section du Code pénal. Avoir maintenu antérieurement à la perpétration du délit une conduite dans l'accomplissement de ses devoirs vis-à-vis de la patrie, de la famille et de la société. Nous n'allons pas nous étendre démesurément en précisant chacune des circonstances atténuantes que nous requérons. Ce digne tribunal est en mesure de les apprécier. Il lui faudra aussi analyser l'article 55.1 de la loi sur les délits militaires afin d'évaluer les caractéristiques personnelles de l'auteur, sa personnalité et les autres circonstances qu'il estimera devoir être prises en compte. Camarades du tribunal, camarades du ministère public, il ne me reste plus qu'à vous exprimer ma sincère et révolutionnaire reconnaissance pour les facilités offertes à l'exercice de ma défense, lesquelles réaffirment, une fois de plus, les principes de notre légalité socialiste ainsi que l'équité dont sont investis nos tribunaux. Nous attendons de ce tribunal une décision juste qui diffère de la réquisition de peine de mort pour la peine plus bénigne qu'il estimera appropriée. J'ai fini ma plaidoirie. Défenseur Major Julio González Gueton, représentant l'accusé Patricio de la Guardia Font. Patricio est le frère jumeau de Tony de la Guardia. Il était le représentant du ministère de l'Intérieur en Angola. Il n'est pas accusé de trafic de drogue, mais on l'accuse de ne pas avoir dénoncé son frère dont il connaissait pourtant les activités. Avocat, vous avez la parole. Nous avons lu les informations internationales où tout se confond. Et lorsqu'on y mentionne les frères de la Guardia, c'est-à-dire Antonio et Patricio de la Guardia Font, on dit fréquemment que le défendeur, Patricio, est accusé de trafic de stupéfiants. Ceci mérite d'être éclairci, non seulement à cause du poids psychologique qui pèse sur l'accusé, qui est jugé dans cette cause commune, mais par l'effet moral exercé sur lui-même et sa famille. Il est donc important de mettre ces circonstances à profit pour bien préciser qu'à aucun moment, Patricio de la Guardia Font n'a participé au trafic de stupéfiants. S'il est vrai qu'il a eu connaissance des activités de son frère et que, comme il l'a déclaré ici, il n'a pas eu le courage de le dénoncer, il n'a absolument participé à aucune action en rapport avec le trafic de stupéfiants. Nous estimons que la sanction sollicitée est extrêmement sévère. Nous faisons cette réflexion.
Comment pourrions-nous juger la conduite de cet homme qui a certes commis une erreur éthique en ne dénonçant pas l'activité de son frère lorsqu'il en a pris connaissance? Il ne l'a pas dénoncé à ce moment-là. Mais nous souhaiterions que cela ne soit pas considéré comme un délit, car la loi l'en absout pour être son frère, mais il en avait le devoir éthique. Et nous considérons également la sanction comme sévère parce que c'est une alternative à la peine de mort. Je pense que le procureur, lorsqu'il a requis une peine de privation de liberté d'une durée de 30 ans, a implicitement admis par là que Patricio ne méritait qu'une peine de prison. Nous demandons à ce tribunal de prendre en compte les circonstances atténuantes prévues par notre législation pénale et qu'il applique à Patricio de la Guardia, pour le délit commis et pour les faits auxquels il a réellement pris part, une peine plus bénigne que celle requise par le procureur. Merci beaucoup, j'en ai fini. Visiblement, Patricio de la Guardia a été le mieux défendu. Les autres accusés n'auront pas cette chance. Leurs avocats lisent leurs plaidoiries comme des formulaires administratifs. Et maintenant, on s'approche de la fin du spectacle. Les plaidoiries des camarades défenseurs sont terminées. Accusés, avez-vous quelque chose à ajouter qui n'ait pas déjà été dit pour votre défense? La vista del juicio oral ha concluido, quedando concluso para sentencia. La séance du tribunal est levée jusqu'à la sentence. Les accusés restent en place. Le public peut sortir. Les accusés cherchent des yeux leur famille. Au balcon, la police veille. Les jours suivants, un nouveau décor apparaît sur les écrans de la télévision cubaine. Au Palais des Congrès, Fidel Castro réunit les membres du parti pour examiner les peines proposées par la Cour. Sont présents le frère de Fidel, Raúl Castro, ministre des Armées, et Clodomé Ibarra. Ce nouveau ministre de l'Intérieur est issu du ministère des Armées. Il remplace l'ancien ministre, emprisonné depuis un mois et tenu à l'écart. Muet durant tout le procès, Fidel Castro prend longuement la parole devant le comité central, réuni pour l'occasion. Je considère que ce procès s'est caractérisé par son exceptionnelle clarté. Je crois que je n'exagérerai pas en disant que jamais il n'y eut de procès judiciaire avec autant de participation, autant d'informations, autant de clarté et autant d'équité. Du tribunal d'honneur et de la cour martiale, parmi tout ce qui est paru, et la publication a été énorme, seules quelques petites choses n'ont pas été publiées parce qu'elles sont désagréables, qu'elles ont un rapport avec des problèmes moraux, qu'elles peuvent affecter des personnes innocentes, qu'elles sont par trop scandaleuses, et nous avons donc décidé qu'elles ne seraient pas divulguées. Quelques erreurs sont apparues, particulièrement dans le cas d'Ochoa. Des violations de certains principes de la Révolution. Des erreurs dans la sphère internationale qui auraient pu causer de grands dommages à notre pays. Des points très sensibles qui ont été analysés au tribunal d'honneur et devant la cour martiale, mais qui n'ont pas été publiés.
car elles auraient pu servir à créer davantage de problèmes et de difficultés. Et qu'en définitive, elles n'étaient pas décisives par rapport aux décisions qui devaient être prises. Con relación a las decisiones que, en definitiva, debían tomarse. Faute de preuves tangibles de la culpabilité du général Ochoa, Fidel Castro invoque le secret d'État, violation des principes de la Révolution, erreur dans la sphère internationale. Les mots qu'il emploie alimentent les rumeurs. En fait, Ochoa inquiète Castro. C'est qu'il a toujours entretenu de bonnes relations avec les Russes. Favorable à la perestroïka, il rêvait de changer le régime cubain. S'il avait pris la tête de l'armée occidentale comme prévu, il aurait pu fomenter un soulèvement militaire. Ochoa était un rêveur. Il manquait de réalisme incroyablement. Mais il avait ses idées et il obtenait ce que voulaient ses idées, alors qu'il savait déjà qu'il allait avoir la responsabilité de l'armée d'Occident. Parce que logiquement, lorsqu'il arrive d'Angola, on ne sait que très peu de choses sur Ochoa. Et vraiment, je vais vous dire une chose. S'il y a une institution où on sait ce que font les gens, c'est le ministère des Armées. C'est pour ça qu'il est impossible de ne pas analyser cet aspect dans un cas comme celui-là. Dans quelles circonstances ont eu lieu ces faits? Ils ont eu lieu en pleine guerre. Une guerre d'une importance énorme, et où nous pouvons dire que notre pays a tout mis en jeu. Il a envoyé sur place nos meilleures armes. Il a envoyé 50 000 hommes. Si on veut se faire une idée de ce que représentent ces 50 000 hommes, on peut multiplier par 24, par exemple. C'est comme si les États-Unis avaient envoyé 1 200 000 hommes sur un théâtre d'opération. Ou bien comme si l'URSS avait envoyé 1 400 000 hommes. L'URSS, 28 fois plus grande que Cuba. Ce petit pays, qui avait une mission militaire en Éthiopie, qui a une autre mission militaire au Congo, avec un nombre assez élevé d'hommes, a été capable d'envoyer 50 000 hommes à un territoire plus éloigné de nous que Moscou. Il ne faut pas se fier à la carte. Il faut se référer au nombre d'heures de vol entre Cuba et l'Angola. Voyez jusqu'où a été notre révolution, avec son esprit internationaliste, son moral combatif, sa capacité de mobilisation. Elle a été capable, je le répète, de cet effort. Et ce dernier effort, nous l'avons fourni exclusivement avec nos propres moyens. La réalité, c'est que la guerre d'Angola a fait 2000 morts. L'économie cubaine ne produisait pas suffisamment de devises pour acheter des armes et des avions de combat. Sous les ordres de Fidel Castro, le ministère de l'Intérieur assumait ce financement en organisant des trafics illicites. Depuis la création du département antidrogue par Ronald Reagan, George Bush père avait resserré sa surveillance sur Cuba. Et au même moment, les négociations de paix pour l'indépendance de l'Angola étaient engagées. Les Américains y participaient en tant qu'observateurs. Cuba était déjà en train de participer aux négociations pour la paix en Angola. Et quelques camarades étaient en contact avec les Nord-Américains pour cette raison.
Les fonctionnaires nord-américains pouvaient parfaitement bien, discrètement, lorsque nous avions des conversations, nous dire « Écoutez, nous ne sommes pas au tribunal, ça n'est pas de la propagande, mais nous savons qu'il y a 2 officiers qui font telle et telle opération de telle et telle façon. » Ils auraient pu nous le prouver réellement. Je ne crois pas qu'ils auraient grillé le moindre agent pour ça. On peut toujours alléguer, alors, comment le saviez-vous? Ils n'ont pas à griller le moindre agent. Nous avons de sérieux renseignements soutenant que ces 2 personnes font telle et telle chose de telle et telle façon. Et en plus, ils le savaient depuis quand? Je ne sais pas depuis quand ils avaient les noms, mais celui de Ruiz-Po, ils l'ont depuis bien longtemps. L'avion a atterri à Baradero avec de la drogue, qui est reparti ensuite dans des vedettes. Ils le savent depuis longtemps. Ce n'est pas que nous prétendions à présent rejeter la faute sur les États-Unis, tel n'est pas notre propos. Ça ne l'est pas, mais je peux citer un exemple qui s'est produit il y a peu. À travers le service de renseignement, est arrivé à Cuba la nouvelle qu'un groupe d'éléments réactionnaires d'un État américain, je ne me souviens pas pour l'instant des faits exacts, parlait de perpétrer un attentat contre Reagan. Il parle de perpétrer un attentat contre Reagan. Voilà ce qui nous arrive. Les données que nous avions n'étaient pas très précises. Pour les préciser davantage, il nous aurait fallu mener une enquête aux États-Unis. Et pourtant, il ne s'est pas passé 48 heures. Je crois qu'il ne s'est même pas passé 24 heures avant que je donne l'ordre au ministère de l'Intérieur d'informer les autorités nord-américaines qu'il y avait des messieurs, des éléments d'un État du sud des États-Unis qui parlaient de perpétrer un attentat contre Reagan au cours d'une prochaine visite dans cet État. Nous les avons immédiatement informés. Nous n'avons pas perdu une minute en recherche ou vérification. Nous n'avons pas réfléchi au fait que Reagan était un ennemi juré de la Révolution qui menait une politique très agressive contre Cuba. Nous estimions que c'était un devoir élémentaire lorsqu'une chose de ce genre se produisait. Je crois que ce sont les 2 seules fois que nous avons eu un geste envers Reagan. Ce fut lorsqu'ils l'ont vraiment blessé, et nous avons fait part au gouvernement des États-Unis de notre préoccupation, de notre condamnation, et en cette occasion, lorsque des nouvelles sont arrivées comme quoi des gens voulaient perpétrer un attentat contre le président des États-Unis. Et nous n'avons pas hésité. Nous ne l'avons pas publié. Ça revient maintenant sur le tapis. Ça s'est passé il y a 2 ou 3 ans. Ça revient sur le tapis parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que de rappeler ce précédent. De la même façon que nous leur avons communiqué des informations, ils auraient pu nous faire part des informations dont ils disposaient de manière confidentielle. Comme nous l'avions fait pour eux. C'est vraiment ça qui nous fait mal. Ici, nous sommes en plein paradoxe. Fidel Castro semble suggérer qu'il aurait aimé que les Américains accusent Cuba de trafic de drogue. Cela l'aurait aidé à justifier ce procès, le nettoyage du ministère de l'Intérieur et les peines de mort prononcées contre les accusés. Il pourrait se produire que l'immense majorité du peuple ait une position et que nous nous trouvions dans l'obligation d'en adopter une autre. Le camarade Carlos Rafael a évoqué la chose cet après-midi en se référant aux responsabilités des dirigeants. Car le dirigeant ne peut pas penser seulement au présent ou à l'avenir immédiat, mais il doit penser à long terme. Qu'est-ce qui convient à notre patrie, à notre peuple, à notre révolution? Pas aujourd'hui ou demain, mais dans 10 ans.
dans 50 ans, dans 100 ans. Nous pourrions dire aux futurs chefs, aux futurs héros, si un fait d'une telle gravité n'est pas puni de la peine la plus sévère qu'établissent nos lois, notre armée se caractérise par sa discipline, par sa loyauté inconditionnelle à la Révolution, aux principes de la Révolution et au Parti communiste de Cuba. C'est là ce qui nous satisfait le plus de nos forces armées révolutionnaires et de leurs chefs. Et nous pouvons dire de l'insolence avec laquelle Ochoa s'est placé au-dessus des lois, parce qu'il était un héros, parce qu'il était général et parce qu'il était membre du comité central, que ce serait un précédent funeste et démoralisant. Si nous n'appliquons pas la peine la plus sévère aux autres, à Martínez pour ce qu'il a fait consciemment, nous serions en train d'enseigner qu'il n'y a pas d'acte qui ne puisse être justifié par le fait qu'on accomplit un ordre. Si nous ne punissons pas les deux principaux responsables du ministère de l'Intérieur, nous ne pourrons pas reconstruire le ministère de l'Intérieur. Nous ne pourrons pas reconquérir le prestige de cette institution, sérieusement ébranlée par ces agissements. Nous ne pourrons pas nous attendre à obtenir une quelconque discipline. Dans une institution aussi essentielle pour un pays en révolution, pour un pays à 90 000 des États-Unis, comment pouvons-nous obtenir de la discipline de cette institution? Comment pourrions-nous parler de rectification? Quel futur pourrait avoir le processus de rectification? Simplement avec une peine de prison. Est-ce suffisant pour que cela constitue un exemple? Il faut dire qu'au ministère de l'Intérieur, le livre de Gorbatchev sur la perestroïka circulait sous le manteau, et les idées de changement faisaient leur chemin entre le ministère de l'Intérieur et celui de l'armée. Il y a eu un dommage énorme au ministère de l'Intérieur. On pourrait presque dire que le ministère de l'Intérieur a été moralement détruit. Il faut le reconstruire. Il faut le remettre à neuf. Disons que la responsabilité n'est pas seulement celle des accusés. Voilà la vérité. Disons que la direction du ministère de l'Intérieur a sa part de responsabilité. Parce que l'un des problèmes sérieux, c'est que le ministère de l'Intérieur a tenté de se comparer aux forces armées qui ont d'autres tâches, d'autres missions et d'autres fonctions. Et ne croyez pas que la chose soit innocente. Et bien entendu, comme on l'a dit, nous convertirons ce revers en victoire. Mais ça dépendra de l'attitude qu'adoptera le pays, des mesures qui seront prises, pas seulement des sanctions, mais des conséquences des sanctions. Je me réfère à tous ceux qui seraient d'éventuels imitateurs de cette conduite. Non, je ne crois pas que le processus de rectification échoue. Il va vaincre. Comme l'a dit Raoul, c'est un homme du peuple qui l'avait dit. Maintenant, le processus de rectification peut progresser pendant 10 ans. Je crois que dorénavant, il va être mieux compris. Et le parti aura bien plus de force pour exiger et imposer des normes et pour balayer tout ce qui sent la pourriture. Y para barrer con todo lo que huela a podredumbre.
De telle sorte que, dans l'optique justement de la crédibilité et du prestige de la Révolution, je crois que le châtiment doit être exemplaire et la sanction plus sévère. Tel est l'avertissement adressé à tous ceux qui espéraient encore déstabiliser le clan des frères Castro. Ensuite, Raúl Castro prend la parole. Vous savez que je ne suis pas un tendre. Un de ces matins passés, alors que le soleil allait se lever, et que prenait fin une très longue journée présidée par Fidel, au moment même où nous comprenions la gravité du problème en découvrant l'affaire de la drogue, l'esprit aussi tourmenté que j'imagine que l'était celui de mes camarades, privé de sommeil, je déambulais dans mon bureau et j'ai été me laver les dents dans la salle de bain adjacente. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu couler des larmes sur mes joues. Bien sûr, je me suis tout d'abord indigné contre moi-même. Je me suis aussitôt remis et j'ai compris sur le champ que je pleurais pour les enfants d'Ochoa, que je connais depuis leur naissance. Je pleurais pour les enfants des autres accusés qui allaient probablement être condamnés à mort ou à de longues peines de prison. Même si je ne les connaissais pas, je pleurais pour leur mère et les autres membres de leur famille. Mais je pleurais surtout pour notre peuple, pour ces tonnes de boue qu'on jetait sur lui. Si la sentence n'est pas exécutée par considération pour les mérites historiques, nous créerions un néfaste précédent d'impunité. À ceux qui demandent la clémence pour les mérites d'Ochoa, les soldats, les officiers et les généraux qui sont en Angola l'ont parfaitement précisé. Les mérites ne sauraient être une circonstance atténuante, mais bien plutôt aggravante. Ochoa a été jugé par un tribunal exceptionnel. Il a été condamné à mort. Il a contresigné sa sentence et je l'ai ratifiée ici. Ma main alors n'a pas tremblé parce que la décision était juste. Aujourd'hui non plus, elle ne tremblera pas au moment de confirmer la sentence que demande le tribunal dans les 4 cas qui nous sont rapportés à cette séance du Conseil d'État. À la télévision cubaine, ces quelques lignes annoncent que Fidel Castro, son frère Raúl et les membres du parti ont approuvé les sentences prononcées par le tribunal militaire. Les généraux qui ont sanctionné Ochoa au tribunal d'honneur sont récompensés et bénéficient de promotions importantes. Le procureur général du second tribunal est nommé ministre de la Justice. Au ministère de l'Intérieur, 8 officiers se suicident en l'espace de 2 mois. Maintenu en prison, Abrantes, l'ex-ministre de l'Intérieur, meurt 2 ans plus tard d'une crise cardiaque. Au niveau international, l'affaire Ochoa n'a que peu de retentissement. Fidel Castro l'a rendue publique alors que le monde entier était encore sous le choc des événements de Tiananmen. Le 14 juillet 1989, on célèbre en France la commémoration du bicentenaire de la Révolution française, symbole des libertés et des droits de l'homme. La veille, à Cuba, à l'aube, le général Ochoa
et Tony de la Guardia sont fusillés avec leurs aides de camp. Modestement, en accord avec la décision qui sera prise à mon égard, je reste convaincu que je continuerai d'être révolutionnaire. Et propre. Le peuple cubain et le monde ne connaissent toujours pas la vérité sur le cas Ochoa. Soy guajiro y carretero, Guamba. En el campo vivo bien. Guamba. Yo soy guajiro y carretero, Guamba. Y en el campo vivo bien. Guamba. Porque el campo es el Edén, Guamba. Más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor.